Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue ici au Club de la Chasse, mais qui est aussi la fondation François Sommer pour la biodiversité, ce qui a justifié ce choix. La conférence annuelle du SIMV a cette année pour thème « Comment l'industrie de la santé animale peut contribuer au bien-être animal ». Et en tant que président du SIMV, je suis très heureux de vous accueillir pour cette réflexion collective que nous menons chaque année sur les thématiques d'actualité. L'an dernier, nous étions sur les états généraux de l'alimentation et nous restons finalement dans le fil de cette actualité. Nous aurons pour traiter cette question 3 séances successives. La première pour définir le contexte dans lequel nous inscrivons cette conférence. Le deuxième sera essentiellement tourné vers des témoignages de praticiens à la fois en rural et en canine. Et enfin, nous aurons des interventions sur les réponses que peuvent apporter les industriels pour relever ces défis que la société relève particulièrement en ce moment. Nous aurons enfin, et je tiens à le remercier, Loïc Dombreval, qui est député des Alpes-Maritimes et président du groupe d'études parlementaires sur la condition animale, qui viendra conclure, qui est ici, et qui viendra conclure ces travaux. Alors le SIMV, en tant qu'organisme fédérant les entreprises de la santé animale, a pris ces derniers temps un certain nombre d'engagements sur le bien-être animal. Engagement lié à la production de nos médicaments. Nous avons introduit récemment dans notre déontologie des dispositions qui visent à faire respecter, bien entendu, ce bien-être dans la production de médicaments. Nous avons aussi contribué, et je tiens à les saluer, à l'initiative de l'association Graal de replacement des animaux qui ont été utilisés lors d'essais cliniques. Et nous avons d'autres projets qui pourront être présentés à l'occasion des questions-réponses qui suivront les 3 phases que je viens de décrire. Donc j'appelle sans tarder les 3 premiers intervenants qui ont accepté de venir présenter ce contexte. Le premier, c'est Pierre Mormed, qui nous parlera donc de l'avis de l'ANSES sur le bien-être animal, donc dans son contexte définition et évaluation. Pierre Mormed est le président du groupe de travail bien-être animal de l'ANSES. Nous aurons ensuite, non pas Laurent Larivière, mais sa représentante qui est là, que je laisserai se présenter sur le plan d'action prioritaire en faveur du bien-être animal. Je crois que c'est la première fois que nous avons des dispositions qui interpellent directement notre industrie sur cette thématique du bien-être animal. Et ça nous intéresse, bien entendu, de vous entendre. Et puis enfin, nous aurons la vision, je dirais, plus scientifique par Alain Boissy, qui est directeur de recherche à l'INRA, et qui nous parlera donc du Centre national de référence sur le bien-être animal qui a été créé justement dans le cadre de ce plan. Donc je propose aux 3 premiers intervenants de me rejoindre et nous terminerons par une séance de questions-réponses, cette première phase. Alors je vais laisser en fait le pupitre aux intervenants et je vais donc laisser Pierre Mormed faire sa présentation. Bonsoir. Papa, vous m'entendez? Oui. Eh bien, bonsoir. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous faire un peu
l'état des lieux en ce qui concerne le bien-être animal. Donc, en effet, j'ai piloté ce petit groupe de réflexion à l'ANSES sur le bien-être animal, puisque vous savez que l'ANSES donc, est en charge de l'analyse de risque en matière de santé et bien-être animal. Et donc, il n'y a que depuis 2012 qu'il y a un groupe de travail permanent sur le bien-être animal à l'ANSES. Et donc, nous avons essayé donc, de réfléchir sur le périmètre des responsabilités de ce petit groupe, de ce groupe de travail. Donc, je vais vous le faire de façon très, très rapide. Et donc, je vous ai mis la référence, puisque le texte complet de la note est disponible sur le site de l'ANSES. Le contexte, bien l'importance croissante de la prise en compte du bien-être des animaux, je pense que maintenant on ne peut plus l'ignorer en élevage et comme dans toutes les situations où l'homme est en interaction avec des animaux. Et donc j'ai mis en illustration ce plan d'action prioritaire en faveur du bien-être animal qui nous sera présenté ensuite. Et ce plan d'action s'applique à toutes les conditions où les hommes et les animaux sont en interaction, donc l'élevage, les animaux familiers, les animaux de zoo et également les animaux de laboratoire. Et comme je viens de vous le dire, donc l'ANSES est en charge de l'évaluation de risques, et en particulier l'unité SABA, santé et bien-être des animaux, est en charge du bien-être animal donc, depuis 2012. Elle l'a introduit dans son périmètre en 2012. Mais ce groupe de travail permanent, donc, qui a travaillé pendant 6 ans maintenant, donc, s'arrête à la fin du mois et donc sera réintégré dans le CES, le comité d'experts spécialisés, SABA, donc santé et bien-être des animaux, qui ne fera plus qu'un. Mais c'était une bonne occasion donc, de réfléchir sur cette question du bien-être des animaux. Les objectifs de ce travail, eh bien, on s'est vite aperçu que le thème du bien-être animal est à la croisée de nombreuses influences qui sont parfois contradictoires, philosophiques, scientifiques, technologiques et économiques, réglementaires et sociétales. Et cette diversité des intérêts dans le bien-être animal peut rendre délicate une analyse de risque objective, ce que l'on essaie de faire au sein de l'ANSES, selon la pondération que l'on va donner à chacune de ces composantes. Et donc, le GTBE a pensé qu'il était nécessaire de réaliser une réflexion approfondie sur son domaine de compétences pour prendre en compte l'ensemble de ces facteurs dans l'analyse des saisines qui lui sont soumises. Cette analyse a été réalisée en 4 points. Les contextes d'abord, contexte philosophique et sociétal, le contexte juridique, ensuite les bases scientifiques de la notion de bien-être, qui sont essentiellement, d'une part, la sensibilité des animaux et d'autre part, leur capacité de conscience. En une troisième partie, donc on a essayé de donner une nouvelle définition du bien-être qui tienne compte de ces avancées scientifiques dans les capacités psychiques des animaux. Et enfin, dans une 4e partie, on a survolé un peu les stratégies d'évaluation du bien-être animal donc dans les situations pratiques. Le contexte philosophique et sociétal, donc la relation aux animaux a accompagné l'évolution humaine, en particulier au travers de la domestication. La réflexion philosophique s'est principalement centrée sur la nature sensible des animaux. Ça, c'est une constante depuis qu'il y a une réflexion sur les rapports homme-animal. La nature consciente de l'animal a toujours pris la première place. Et c'est cette nature sensible des animaux qui a fondé le souci moral de la relation de l'homme aux animaux. On retrouve ça chez Jean-Jacques Rousseau, on trouve ça chez Jeremy Bentham, qui est bien connu parce que ça a été l'un des premiers philosophes à l'écrire de façon plus structurée. Et à partir de ces courants de réflexion philosophique, on a également des courants éthiques qui se sont greffés, qui se sont développés. L'utilitarisme, qui est porté actuellement essentiellement par Peter Singer, qui annonce que est éthiquement préférable ce qui avantage le plus grand nombre possible d'êtres sensibles. D'être sensible sans faire distinction entre ces êtres sensibles. Donc si on considère que
l'animal d'élevage est un être sensible, eh bien, il faut mettre dans la balance la sensibilité de cet animal, donc éventuellement les désavantages qu'il peut avoir à être dans cette situation par rapport aux avantages que l'homme peut en tirer. Donc c'est une balance entre les avantages et les inconvénients pour les différents êtres sensibles qui sont impliqués dans cette balance. Le deuxième courant est celui de la conception des devoirs humains envers les animaux. C'est essentiellement une conception qui a été portée par Emmanuel Kant et qui écrit que, en fait, si l'homme doit respecter les animaux, c'est d'abord parce qu'il doit respecter l'homme en tant qu'individu vivant et sensible. Donc, puisque l'homme respecte l'homme, il n'y a aucune raison que l'homme ne respecte pas les animaux qui sont tout autant vivants et sensibles. Et ces deux principaux courants, utilitarisme et les devoirs humains envers les animaux, forment un courant que l'on appelle globalement le réformisme ou le welfarisme, un horrible anglicisme, pour dire que l'objectif, en particulier en élevage, est d'améliorer la situation des animaux sans pour autant remettre en cause leur exploitation par les humains. Et l'autre courant principal donc, est le déontologisme qui est porté essentiellement à l'heure actuelle par Tom Regan, qui énonce que est moralement obligatoire ce qui respecte le droit des individus. Et les déontologistes donnent aux animaux des droits. Et à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison que si l'animal a le droit de vivre, il n'y a aucune raison qu'on lui enlève ce droit. Et d'où leur positionnement, qui est un positionnement que l'on dit abolitionnisme, c'est-à-dire qu'ils rejettent l'exploitation des animaux par les humains. Et on en a beaucoup d'exemples dans les médias. Donc, pour aller au-delà donc, de ce contexte philosophique, on voit bien que dans la pratique, les éleveurs ou les détenteurs d'animaux ont la capacité d'assurer le bien-être de ces animaux et sont censés le prendre en charge. Mais on se rend compte aussi que les éleveurs ou détenteurs d'animaux ne sont pas les seuls responsables de leurs propres animaux, parce que ce souci du bien-être est partagé avec la société. Que ce soit dans l'évolution des pratiques d'élevage, l'urbanisation du milieu de vie des animaux de compagnie, qui change complètement les perspectives les relations de l'homme aux animaux, la reconnaissance croissante de la sensibilité de la conscience, de la sensibilité et de la conscience des animaux, la montée des préoccupations à l'égard de la douleur et de la qualité de vie en général, que ce soit celle des humains ou des animaux, et enfin le contrôle croissant de l'État et de la loi sur la société civile, mais ceci d'une façon très générale. Et de tous ces mouvements, de toutes ces évolutions, en fait, de nouvelles revendications émergent. Ce sont en particulier les mouvements animalistes, les mouvements antispécistes qui, comme je l'ai dit précédemment, rejettent complètement l'utilisation des animaux. Vient ensuite le contexte juridique avec l'émergence légale de la notion de bien-être animal. On fait remonter dans la législation française les réglementations à la loi Grammont, en fin du XIXe siècle, qui incriminent les mauvais traitements. Mais ce sont les mauvais traitements qui sont infligés aux animaux sans raison et en public. On voit que déjà ça limite beaucoup la portée de ce type de texte. Et ça n'est qu'à la fin des années 1960 qu'émergent des normes de protection animale au sens strict, c'est-à-dire dans une démarche préventive de la souffrance animale. Donc ici, l'intérêt se porte aux animaux eux-mêmes et pas nécessairement, au moment de la loi Grammont, il était plus question de ne pas montrer le mauvais exemple en public d'animaux maltraités qui auraient pu faire tâche au niveau social. Le bien-être animal est ensuite devenu l'un des objectifs dont la communauté et les États membres doivent tenir pleinement compte. C'est l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et au plan international, c'est l'Organisation mondiale de la santé animale, qui a conservé son acronyme ancien, l'OIE, qui s'est saisie de la question du BEA en 2002. Mais autant la réglementation européenne, bien sûr, s'applique à tous les États membres, autant les recommandations de l'OIE n'ont pas de valeur contraignante pour
les États membres. Dans ce contexte juridique, donc, le principal considérant et sujet de débat est la nature sensible des animaux. Dans la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, dans son article 9, on peut lire « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Donc c'est l'article L214.1 du Code rural qui est bien connu maintenant de l'ensemble des citoyens. Donc ici on voit bien l'importance, c'est l'animal est un être sensible et qu'il faut respecter comme tel. Jusqu'à la dernière réglementation, hein, dans le Code civil, qui est bien sûr le roi des codes, hein, dans la loi du 16 février 2015, l'article 515-14, où il est écrit « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Il faut cependant remarquer donc, que les termes animal, animaux ou sensibilité, sensible ne sont pas définis par le législateur. Donc on voit que c'est un texte qui reste encore à écrire et à approfondir. Dans la deuxième partie, donc, je vous avais annoncé un survol des bases scientifiques qui servent à la réflexion dans le domaine du bien-être animal. Et la première, c'est la nature sensible des animaux. En français, le terme sensible a deux dimensions. Une dimension strictement sensorielle, qui peut éprouver des sensations, capable de percevoir des impressions. Claude Bernard écrivait « Les êtres vivants sont tous sensibles, même les végétaux ». Mais il y a surtout une dimension en rapport avec le contenu psychique de la sensation. C'est-à-dire qu'il est capable de ressentir des émotions, et en particulier la douleur. Ce terme sensible donc, est équivalent du terme anglais sentient. Quand on regarde les dictionnaires anglais, on a exactement ces deux dimensions également dans le terme sentient. Donc actuellement, il y a beaucoup de discussions pour savoir faut-il introduire le terme sentient dans la langue française. Pour nous, dans notre analyse, on a dit on a exactement une superposition entre sensible et sentient. Donc il est inutile d'introduire un nouveau terme qui va s'appliquer exclusivement aux animaux, parce qu'on n'utilise pas sentient pour les êtres humains, par exemple. Et donc il est inutile en français d'introduire ce nouveau terme, alors qu'on a sensible qui exprime tout à fait bien qui a tout à fait la même signification que le terme sensible en français. Et le deuxième élément de réflexion, c'est la nature consciente des animaux. Donc il y a eu une expertise de l'INRA sur la conscience animale qui a été publiée l'année dernière, en 2017, et qui a défini la conscience comme l'expérience subjective ou phénoménale que les animaux ont de leur environnement, de leur propre corps et ou de leur propre connaissance. Donc cette conscience mobilise un nombre important de structures nerveuses pour permettre une réponse flexible et adaptable, particulièrement efficace dans le cas d'environnements complexes et variables. Et elle permet de caractériser la façon dont l'animal ressent la situation qu'il vit. Donc l'animal n'est pas seulement sensible au sens où on lui administre un stimulus et il va en souffrir ou pas, mais c'est l'animal lui-même qui va donner un sens au stimulus en fonction de sa propre individualité. Donc la conscience a deux dimensions. C'est le niveau de conscience, d'une part, qui va du coma à la pleine conscience, par exemple, lorsque on étourdit les animaux à l'abattoir, eh bien, l'objectif est de modifier le niveau de conscience des animaux pour le réduire à zéro, de telle sorte qu'ils ne puissent pas souffrir. Et la deuxième dimension, c'est les contenus qui permettent à l'animal d'adopter des conduites flexibles et adaptées à l'environnement. Et il y a souvent une confusion entre les deux. C'est-à-dire, bah oui, l'animal est conscient, l'animal est inconscient. Mais quand il est conscient, eh bien, les animaux, en particulier les espèces différentes, ont des contenus de conscience différentes. Donc, beaucoup de contradicteurs rejettent le terme de conscience parce qu'ils mettent dans le terme de conscience tout ce que l'on met dans le terme de conscience humaine en général. Et on dit l'animal n'a pas la même conscience que l'homme. Non, il n'a pas la même conscience que l'homme, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas un être conscient de sa propre existence.
Donc, suivant les espèces animales, les stades de développement, les expériences préalables, des contenus très différents peuvent être disponibles. Une conscience minimale, au sens du contenu, bien sûr, pas au sens du niveau, est reconnue chez tous les vertébrés, clairement, mais aussi chez d'autres animaux, des arthropodes, des mollusques. On a évidence expérimentalement que de nombreuses espèces ont une conscience de leur rapport à l'environnement. Et d'autre part, il faut aussi remarquer, donc c'est indissociable de l'affirmation précédente, que l'étendue des contenus de conscience des animaux qui nous concernent, élevage, compagnie, laboratoire, zoo, reste largement à explorer. Puisque, en fait, dans l'analyse, dans l'expertise collective, on a pris ce qui était disponible dans la littérature. Et souvent, ce sont des études qui ont été faites, des études de laboratoire qui ont été faites avec des espèces modèles, avec les corvidés, avec bien sûr les grands singes, mais pas seulement, ou expérimentalement aussi avec les moutons. Mais on a des connaissances qui sont actuellement encore très parsemées, je dirais. Et donc, on a beaucoup à faire maintenant pour explorer plus avant les contenus de conscience, en particulier chez les espèces qui nous intéressent. Donc à partir de ces bases de réflexion que sont la conscience, la sensibilité et la conscience des animaux que l'on a sous notre responsabilité, eh bien nous avons proposé cette définition du bien-être. Le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc là, on a bien la vision individuelle de l'animal sur son environnement. Donc quelques définitions complémentaires donc, sur les termes qui sont utilisés dans cette définition. Le concept de bien-être s'applique donc à la dimension mentale du ressenti de l'animal dans son environnement. La dimension mentale signifie qu'une bonne santé, un niveau de production satisfaisant, une absence de stress ne sont pas suffisants pour statuer sur l'état de bien-être d'un animal. Le ressenti de l'animal est central, ce sont ses perceptions subjectives, déplaisantes et ses émotions positives qui lui donneront un état de bien-être ou pas. Le besoin est une exigence de survie, de qualité de vie liée au maintien de l'homéostasie et aux motivations comportementales, donc qui sont à satisfaire pour pouvoir atteindre un état de bien-être. Les attentes, c'est le processus mental qui est généré par l'anticipation d'un événement auquel l'animal va se référer pour évaluer la valence d'un événement, donc pour essayer d'évaluer son environnement. Et cette valence peut aller d'agréable à désagréable. La valence, c'est la qualité, du plaisir au désagrément. Et les attentes induisent des réponses comportementales et physiologiques anticipatoires qui ont été très bien décrites, en particulier chez le mouton, je le redis. La qualité de vie, eh bien, c'est un terme qui est très proche du bien-être animal, mais qui prend en compte une dimension plutôt historique. C'est-à-dire, j'ai bientôt fini. Oui. On regarde le bien-être animal à un moment donné, et la qualité de vie, eh bien, c'est la prise en compte de la situation de l'animal tout au long de sa vie, voire dans les conditions de sa mort. La bientraitance, ce sont les actions de l'humain envers l'animal. C'est un préalable indispensable au bien-être des animaux, mais qui n'est pas suffisant. Parce qu'une fois que l'animal est dans des conditions favorables, eh bien, il faut quand même se tourner vers lui pour s'assurer de l'efficacité de ces mesures pour assurer son bien-être. Et dans les conditions extrêmes, comme à l'abattoir par exemple, on n'aime pas trop parler de bien-être des animaux à l'abattoir, ça fait un peu bizarre, donc on parle plutôt quand même de la protection des animaux, où là on est plus dans des actions de bientraitance plutôt que dans des objectifs de bien-être. Pour finir, comment on va évaluer ce bien-être ? Eh bien, je vais être très, très bref. L'évaluation du bien-être est basée sur les 5 libertés qui ont été énoncées en 1979, donc qui ne sont pas d'hier et que tout le monde connaît, liberté physiologique, environnementale, sanitaire, comportementale, mentale. Je ne vais pas développer, je pense que tous ceux qui se sont intéressés au bien-être animal ont déjà eu affaire à ces 5 libertés. Et pour s'assurer donc que ces conditions du bien-être sont
sont remplis, eh bien, on va s'intéresser non seulement à l'environnement de l'animal, savoir si on lui apporte toutes les bonnes conditions pour que son bien-être soit satisfait, mais également, il faudra se tourner vers l'animal pour connaître son point de vue vis-à-vis de l'environnement. Et la deuxième étape, donc en général, on s'intéresse à l'animal en tant qu'individu, et dans une deuxième étape, eh bien, on intègre les valeurs, les données au niveau du groupe, par exemple le troupeau. L'évaluation du bien-être au niveau individuel donc, se base sur les évaluations de l'état physiologique, de l'état de santé de l'animal, de son comportement, de sa réactivité vis-à-vis de l'homme, et elle prend en compte également les caractéristiques de l'environnement. Donc il y aura un panachage de données entre les données de l'environnement et les données que l'on mesurera, que l'on évaluera sur l'animal. Et donc, de façon très claire, on peut mesurer le bien-être animal. Beaucoup pensent que ce sont des concepts évanescents. Eh bien non, je pense que le bien-être est une dimension qui peut se mesurer. Bien sûr, certainement pas de façon aussi précise que la longueur de l'ordinateur. On a ainsi des grilles d'évaluation. Je vous montre ici, on ne va bien sûr pas tout lire, les grilles comme la grille Welfare Quality, qui est la plus connue, qui est l'aboutissement d'un très gros projet européen, et qui, quand on voit les paramètres, donc qui à la fois prend en compte les différentes dimensions dont on a parlé, l'alimentation, l'hébergement, la santé, le comportement, et qui a décliné donc tout un ensemble de paramètres mesurables pour s'assurer que ces différentes dimensions sont respectées. Et les paramètres sont à la fois mesurés sur l'environnement, c'est ce qui est dans la dernière colonne, ce qui est en italique, par exemple la disponibilité en eau, la propreté des points d'eau, etc. Et d'autres paramètres qui sont pris sur l'animal, c'est le score d'état corporel, donc c'est pas seulement, on ne s'assurera pas seulement que l'animal a suffisamment à manger, mais on s'assurera que c'est efficace au niveau de son état corporel. Il y a d'autres échelles, je n'ai pas du temps là-dessus. Je vais terminer donc en conclusion que la prise en considération du bien-être des animaux donc, est maintenant une composante majeure de la durabilité de l'élevage avec les facteurs économiques et environnementaux. Les animaux sont des êtres sensibles et conscients. Le bien-être d'un animal et l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques. Je ne finirai pas la définition. Il est nécessaire de prendre en compte l'animal individu lorsqu'on va évaluer le bien-être des animaux. Et surtout, je redis, le bien-être animal se mesure et donc on peut le prendre en compte dans l'élevage et dans toutes les situations où nous sommes en interaction avec des animaux. Merci pour votre attention.